Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de la lecture. Et cet après-midi, nous avons un grand passionné de la lecture que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc nous disons bonsoir à... Mais bonsoir à tous, le passionné de la lecture, il s'agit de Stéphane Maugrand, qui se fait une joie de venir à l'émission Plaisir de lire. Stéphane, merci pour cet honneur que tu nous fais d'être des nôtres cet après-midi. Merci à vous de m'avoir invité à nouveau. Donc, comme d'habitude, vous savez que nous allons étudier, discuter d'un ouvrage. Et généralement, avec Stéphane, nous avons de belles surprises. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'exception à la règle cet après-midi. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui est un nouveau jour, mais on va déjà voir un peu nos bases, nos acquis. On s'était arrêté dans le livre de l'ouvrage Écoute ton corps de Lise Bourbeau, n'est-ce pas? Qui parle en fait, on avait appris lors de la précédente émission d'Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre. Donc, pour revenir, pour revoir les choses en mémoire, on avait vu en fait quel était le but primordial de tout être humain. On avait parlé de la conscience, le subconscient, la superconscience. Et en fait, on constate que dans l'aspect d'écouter son corps, c'est tout un processus. D'accord? On avait vu qu'il existait plusieurs types de corps, on va dire. Qu'il y avait le corps, bien sûr, le corps physique que tout le monde connaît, mais que le corps physique n'est pas seul en lui-même. Le fait d'échanger, là, de communiquer, on fait appel plus à deux corps simultanément, le corps physique, de par la bouche, les lèvres, tout ça, mais il y a le corps mental pour exprimer donc nos connaissances. Et ce corps mental a besoin d'être nourri, mais souvent il y a un perpétuel combat. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. C'était très intéressant de voir comment l'auteur Lise Bourbeau développe ce point-là. Elle explique en fait que dans le corps mental, il y a cette dualité entre l'ego et l'orgueil. Voilà. Quelle est la différence que nous devons faire entre l'ego et l'orgueil, et que lorsqu'on développe l'ego, on nourrit quelque chose de bien particulier, et lorsqu'on développe l'orgueil, c'est quelque chose de différent. Et il arrive donc à distinguer de manière très intrinsèque, un peu comme un chirurgien. Un chirurgien, il arrive à entrer dans le fond des choses et de nous donner un peu son ressenti et qu'est-ce qui fait que... Bon, on va en parler cet après-midi, si vous le voulez bien, n'est-ce pas? Avec plaisir, oui. Donc, ça sera intéressant, puisque on a tendance parfois, dans le langage courant, à mélanger les deux, justement, orgueil, ego, et donc tu nous dis que Lise Bourbeau fait une belle distinction, donc ça va nous aider à ne plus faire cette confusion. Ben oui, effectivement, elle dit que... effectivement, excusez-moi. Donc, dans l'aspect du corps mental, alors c'est là qu'on se situe. Donc, écouter son corps, c'est écouter le corps physique, le corps mental, le corps spirituel. Enfin, il y a différents types de corps, n'est-ce pas? Mais dans ce corps mental, il y a cette dualité entre l'ego et l'orgueil. Et donc, on va dire que l'ego ne peut pas résoudre tous les problèmes, au contraire, car il fait partie de chacun de nous. On en a un peu. Mais elle associe, disons, l'ego à la partie terrestre de notre fonctionnement et l'orgueil plus à la partie spirituelle de notre fonctionnement. Donc, en fait, elle explique l'ego, c'est ce petit moi qui est en nous, qui a tendance à nous diriger. Notamment, j'ai vu que ce qui est le plus parlant, c'est comment il se manifeste. D'accord? L'ego se manifeste notamment avec le niveau de conscience des choses. Donc, j'ai pu distinguer qu'en fait, dans l'ego, on a cette notion de moi. Moi qui sais, moi je... Enfin, à ne pas confondre avec le je, mais le moi, c'est toujours être mis en avant, a toujours raison. La personne qui n'aime pas forcément écouter l'autre, et qui se dit que c'est ce que je te dis qui a de l'importance. Et en fait, elle nous explique à ne pas confondre avec l'orgueil, lui,
qui, lui, du moins spirituel, a tendance à pousser plus de manière plus poussée parce qu'elle arrive à séparer, ou on va dire distinguer, l'ego qui est un peu moindre, qu'on peut encore canaliser et tout, mais l'orgueil qui peut dépasser même, d'où l'expression avoir un orgueil démesuré, mais c'est au sens spirituel, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'orgueil a tendance à nous mettre sur un piédestal. Donc la personne qui voit que des autres interviennent, mais elle attendait justement que certaines interviennent, certaines personnes, pour dire que finalement elle avait raison. C'est exactement ce que je pensais. Et en fait, c'est pas nécessairement, c'est-à-dire que celui qui a de l'ego, celui qui a de l'orgueil, par exemple, l'un n'est pas forcément mieux par rapport à l'autre. Il n'est pas plus ou moins valorisé. En fait, ce sont deux perdants, parce que dans les deux cas de figure, c'est la notion d'écoute de l'autre qui va manifester un côté positif. Donc, notamment, j'ai vu, je vais prendre un petit peu un exemple. Alors, l'ego, par exemple, ne peut connaître les besoins de l'être. D'accord? Car il est constitué de matière mentale, donc alors que les besoins de notre être découlent exclusivement de notre dimension spirituelle. Être quelque chose, donc ça se travaille de l'intérieur. Et au fil du temps, donc, il explique que l'ego a pris une telle dimension que nous nous sommes graduellement laissés envahir par lui, pour ensuite croire que nous étions cet ego et finalement lui laisser entièrement le pouvoir de décider de notre vie. Donc, le fait de ne pas prendre sur soi pour se dire, bon, quelqu'un dit quelque chose, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, mais je lui donne l'occasion de s'exprimer. Et plus loin, quand on arrive vers l'orgueil, c'est ce qui m'a plu dans son analyse, elle dit que, est-ce que je ne verrais pas en l'autre cet être spirituel et me dire que même si je sais, mais n'empêche pas que lorsque l'autre interviendra, j'aurai peut-être une autre occasion d'apprendre différemment de cette personne-là. Et qu'en fait, il n'y a pas de supériorité parce qu'il y a certaines personnes qui ont plus ou moins plus de connaissances par rapport à d'autres, ça peut arriver, c'est le cas, mais à aucun moment sur Terre, une personne ne peut dire en son temps qu'elle a cessé d'apprendre, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que tout est ça se manifeste sous différentes formes, différents événements, dans différents contextes, lieux, tout ce qu'on veut. Mais on est dans un apprentissage mental où on reste toujours dans la connaissance de l'autre et la méconnaissance des choses que nous découvrons. Et en fait, c'est ce qui est intéressant. Alors, une partie qui est importante, que j'aime bien, elle dit qu'on reconnaît l'orgueilleux à la façon dont il projette toujours de vouloir avoir raison et obtenir gain de cause. Donc, il y a certaines personnes qui se trouvent de se manifester dans « c'est moi qui ai raison ». Et alors, pas forcément, il y a des fois c'est subtil. Hein? Il y a certaines personnes qui ont raison, mais qui laissent l'autre se rendre compte qu'ils avaient raison. D'accord? Ils vont, là, elle t'explique que c'est un orgueil déguisé, masqué. Parce que le fait de dire, tu n'as jamais dit que tu avais raison, hein? C'est l'autre qui l'a dit. Mais ça te fait du bien. Attends, il a dit que j'avais raison. Hein? Et en fait, même ça, dans l'analyse, elle te dit que c'est pas pour autant que ça a changé la vie ni de l'un ni de l'autre. Donc ça, c'est assez pertinent comme façon de voir. Elle dit qu'on donc donner tort à ceux qui l'entourent. Donc, pour lui, avoir raison signifie qu'il n'a pas fait d'erreur et qu'il est donc parfait. Et quand elle pousse son analyse dans l'aspect de l'orgueil, j'avais pas vu ça comme ça, elle dit que sa plus grande peur s'avère, c'est de ne pas être aimé, compris et surtout d'être rejeté. Elle explique que dans la notion d'orgueil, quand il est très poussé, si la personne ne se rend pas compte, à force de vouloir toujours chercher à avoir raison ou d'avoir un ego, un orgueil surdimensionné, la personne pourrait même penser qu'elle est Dieu. Elle est Dieu sur terre, en fait. Bon, par exemple, il y a des personnes qui ont... On va prendre des exemples très généraux. Il y a des gens qui ont... On appelle des influenceurs des réseaux sociaux. Pour ne pas faire de pub, on connaît le symbole vert de notre téléphone ou
d'une autre couleur et tout. Il y a des gens qui ont une certaine influence et qui arrivent à... Alors, mais ça se travaille. Il faut entretenir l'image de soi, la manière de communiquer, tout ça. Et en fait, on se rend compte que, au bout d'un moment, on les connaît sur un aspect de ce qu'ils veulent bien partager avec nous, mais il y a un aspect de leur vie qui reste quand même, qui est censé être privé, qui ne regarde que auquel. Et donc, qu'est-ce qui se passe à force d'avoir une influence générée et tout? Donc, ils sont obligés d'être maintenant managés pour faire attention à comment ils disent les choses, à quel moment le dire. Des fois, on tweet l'expression, on tweet pour eux. Hein, beaucoup de personnes, je ne voudrais pas vous casser votre joie, mais toutes celles et ceux qui pensent que certains gros responsables gouvernementaux ou autres qui interviennent pour répondre lors d'événements sur lesquels ils ne sont même pas, ils sont peut-être en Asie ou ailleurs, et on entend qu'ils ont tweeté ou qu'ils ont Facebooké ou je ne sais pas autre, ce n'est pas forcément eux, ils ont des chargés de communication. Donc on peut voir que ça aussi, ça joue. Juste une petite parenthèse à propos de ce que tu dis. Je parle de façon générique pour ne pas identifier la personne. Il y a un parlementaire martiniquais qui affirme que c'est lui qui répond à ces messages qui dans les commentaires. Donc, je reste très générique, général, pour ne pas l'identifier. Mais oui, ce que tu dis, bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, voilà. Mais ce que tu dis est juste. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Cependant, il convient de constater que il leur arrive parfois de communiquer directement lorsqu'ils ont ce temps. Mais comme aussi bien comme les tubes cathodiques que nous avons chez nous, en management, on dit que c'est le plus grand voleur de temps. Donc, on est d'accord qu'à partir du moment où on reste sur un écran, c'est très chronophage. Donc, à ce niveau-là, on peut réaliser qu'il y a un temps qui s'écoule rapidement. Et donc, j'ai pu constater que le plus important dans l'analyse, c'est qu'elle dit qu'il existe 2 formes d'orgueil. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, tu penserais à quoi, par exemple? Moi, je mettais l'orgueil et tout en un bloc, mais s'il y a 2 formes, oui, il y a 2 je veux bien apprendre. Alors, c'est très bien sûr, je t'invite à lire Écoute ton corps, à l'occasion. Il existe 2 formes d'orgueil. Donc, elle dit que l'orgueil mental, et l'orgueil spirituel. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il existe un orgueil physique. Enfin, je ne sais pas... est-ce que ça pourrait exister? Ça pourrait se manifester dans différents aspects de notre vie. Exister. Voilà. Parce qu'il y a je sais pas s'il y a l'orgueil émotionnel ou peut-être l'orgueil... c'est vrai que ça fait créer des subdivisions. Oui, c'est exactement. Non, mais c'est intéressant. Ça nous permet de nous découvrir. Et dans la notion de s'écouter, elle dit que l'orgueil mental caractérise celui qui pense tout connaître. Ça, c'est clairement défini. Aussitôt que l'on met en doute ses connaissances, l'orgueil de ce dernier fait surface et c'est le début d'une longue obstination pour tenter de faire comprendre son point de vue et d'y faire adhérer d'autres personnes. Et j'ai pu réaliser que les automobilistes, certaines fois, quand ils ont raison sur une action qui doit passer en premier, en fait, comme ça, si 2 personnes qui ont un orgueil très prononcé, ça peut prendre des dimensions. Et on peut constater quelque chose qui était juste laissé à courtoisie ou laisser l'autre passer, se transforme en autre chose et peut-être parfois ils peuvent sortir du véhicule. Donc c'est quelque chose de rencontrer cela. Et en fait, elle dit également que, comment elle dit ça? L'orgueil de ce dernier fait surface et c'est le début d'une longue obstination de tenter de faire comprendre. Donc son point de vue est différent de l'autre. On le distingue par sa façon d'être et de se comporter. Donc il parle fort, avec un débit rapide et d'une manière pressante. Donc il veut tellement avoir raison qu'il prendra tous les moyens nécessaires pour y parvenir, voire jusqu'à ce que son interlocuteur finisse par dire « Ah, je comprends, tu as aussi peut-être raison après tout. » Il croit finalement avoir gagné alors qu'il a perdu. Parce que cette notion de rapport de force, c'est juste
pour expliquer le corps mental. Hein. Le corps mental peut se manifester de différentes façons. Lorsque certains d'entre nous, nous aimons montrer que nous savons, parce que le savoir, c'est quelque chose. Hein. On est dans un colloque, on est dans une conférence, lors d'une réunion, une concertation, et on se rend compte que bon nombre d'entre nous avions matière à étudier un sujet, et par l'intervention de certains, de manière subtile, on voit certains montrer une méconnaissance du dossier. Ça fait sourire certains, c'est très subtil, c'est pas de la moquerie, mais on voit que, ah bon, et des fois on reformule d'une autre façon. On essaie même de se jouer de cette personne, alors que c'est déjà une forme d'orgueil. On voit que la personne est déjà en difficulté, hein, et c'est là qu'on saisit on saisit quoi finalement? La balle au bon. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est très important. Maintenant, il dit que, alors j'ai bien aimé la suite, il croit qu'il sait tout, il sait vraiment tout. Pourquoi s'oblige-t-il alors à le mentionner? Et toi, t'arrive-t-il souvent de dire cette phrase? Le plus important en pareille situation demeure sans contredire le fait que toi, tu le saches. Le reste importe peu. En d'autres mots, pourquoi faudrait-il absolument que l'entourage sache que tu le savais? Eh oui, on pourrait se poser cette question-là nous-mêmes. En quoi cela peut-il changer ta vie? Et quand on est dans cette analyse de se dire, mais effectivement, je montre que je sais tout, indirectement, je montre que l'autre ne sait pas, ou l'autre ne sache pas, en tant que bon. Non, tu montres que l'autre ne sait pas. Voilà, l'autre ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à gagner réellement? Ça dépend. Une satisfaction, une quoi? Ou bien peut-être ça peut jouer sur aussi l'estime personnelle de cette personne, dans le sens où il y a des personnes qui ne veulent pas être classées dans la catégorie ignorante. Dire que, bon, dans la société, c'est facile de mettre des cases. On dit, celui-là, c'est un savant. Toi, tu n'es pas un savant, tu es ignorant. Et donc, c'est peut-être la reconnaissance des pairs, la reconnaissance de la société. Moi aussi, je ne suis pas un ignorant. Moi, je ne suis pas un ignorant. Je suis aussi, à défaut d'être savant, mais être dans ceux qui savent, tout simplement. Et satisfaction, je ne dirais pas forcément satisfaction, mais peut-être une considération, une estime personnelle. L'autre me reconnaît pour ma valeur, ma vraie valeur. Entre guillemets. Ça peut être le patron, ça peut être un collègue, ça peut être... ça dépend du domaine. Et à tel point que ça nous amène à la transition suivante. Maintenant, parlons de l'orgueil spirituel. Donc la différence entre l'orgueil mental, c'est que celui-ci se situe au niveau des connaissances, tandis que l'orgueil spirituel relève de l'être, du fameux « je suis ». Donc, paradoxalement, plus une personne fait du développement personnel, plus elle devient consciente et plus grand est le danger de laisser l'orgueil spirituel l'envahir. Alors, elle développe quand même. Hein. Cette personne commence à se sentir supérieure aux autres. Dans le cas où c'est ce contexte-là, c'est une manière de le discerner, dirons-nous. D'accord? Moi, je suis meilleur que toi, ou elle n'a pas aussi évolué que moi. Donc, les verbes, je reprends la phrase pour reconnaître la personne qui se sent supérieure. Moi, je suis meilleur que toi, ou elle n'est pas aussi évoluée que moi. Donc, c'est des mots-clés qui nous permettent de nous remettre en question. Personne n'est visé. Ces pensées représentent le fruit d'un orgueil spirituel, n'est-ce pas? Le fruit. Donc, il y a bien l'arbre. Effectivement, d'accord. J'ai à ce titre connu bon nombre de personnes qui étaient parvenues, dit-elle, Lise Bourbeau, à un beau niveau d'évolution. Mais au moment où elles commençaient à vouloir rendre service aux autres, c'est là qu'on les découvre aussi, elles ont laissé l'orgueil spirituel prendre le dessus et tout s'est finalement retourné contre elles. Alors notamment, voilà l'importance de faire attention, surtout quand on devient plus conscient que tu crois avoir atteint un grade supérieur vers quelqu'un d'autre ou un plan de ton évolution. Ça ne suffit pas pour autant que l'être de l'autre
se trouve inférieur au tien. Et quand on développe un petit peu plus en détail, j'aimais cette notion où elle va en profondeur jusqu'à nous dire qu'en fait, on gagne à écouter l'autre dans sa façon de s'exprimer. On peut même être enrichi par ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le but de tout échange, c'est d'être compris, n'est-ce pas? On n'y pense pas forcément, mais ce sera aussi de valoriser l'autre, d'accord? Parce que dernièrement, j'étais rentré dans une réflexion assez, je ne sais pas si je pourrais dire profonde, mais je me disais, mais qu'est-ce qui fait que notre territoire, en termes de la Caraïbe, qu'on ne soit pas mieux que ça? Mieux, alors mon sens du mot mieux serait de toujours valoriser l'autre, toujours dire du bien de l'autre, et lorsque l'autre a des faiblesses, de ne pas forcément les relever, mais de lui donner, que ce soit homme ou femme, l'occasion de s'améliorer sur ces points-là. Et de chercher toujours la notion de bienveillance, d'accord, comme elle explique là, et d'aider l'autre à grandir. Parce que, quel que soit notre contexte, j'ai pu voir, je te donne un exemple qui m'est arrivé juste avant l'émission. J'avais absolument besoin de rassasier ma soif. Alors je me dis, je vais patienter dans la salle d'attente et tout, et je demande à la femme de l'accueil, est-ce qu'il y a de l'eau? Je dis, la machine, mais sinon, je peux aller à l'angle au magasin. Donc je vais à l'angle, tout à l'heure là, je regarde, je vois que les stores du magasin sont baissés. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Je ne prenais pas le temps d'observer autour de moi. Il y avait un homme, un sans-abri, qui était dans un coup de feuillage, dans l'herbe. Il faisait corps avec la nature. Et c'est en me tournant dans cet axe-là, en me tournant que je me suis rentré dans une réflexion. Je n'ai pas vu, Si je suis là, mais comment c'est fermé alors? Il est 13h30, ça devrait être ouvert. Et en me retournant, ça m'a amené à ma réalité qu'il y avait quelqu'un en face de moi, d'accord, qui était de conditions moindres, et pourtant, qui m'a entendu dire, pourquoi, comment c'est fermé alors? Et j'ai dit à haute voix. Et j'entends une voix qui me répond, oui, c'est fermé, mais ça va certainement, du bon français, ça va certainement s'ouvrir plus tard. Tout le monde a dit, bien merci. Et en s'exprimant, j'ai réalisé qu'il était là. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? On a une personne de conditions modestes, plus que modeste, qui s'exprime et qui a l'air de rien. Mais il a apporté ce qu'il avait, la connaissance d'un lieu. Et malgré le contexte et la condition, il a pu me donner espoir, me dire, mais peut-être que ça va s'ouvrir plus tard. De ne pas perdre courage. En fait, c'était sa manière de... Je suis là, waouh! Et quand j'ai réalisé le peu qu'il m'a dit, je me suis dit, comme quoi, quelle que soit la condition de l'autre, on ne sait jamais ce que cette personne peut nous apporter. Donc là, on est dans, effectivement, la notion d'écoute du corps mental. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas chose facile parce que y en a ceux qui lisent pas forcément beaucoup et qui se disent que la meilleure école, c'est celle de la vie. Alors on va souvent entendre ça, d'accord? Il arrivera aussi parfois que certains d'entre nous ont besoin de lire beaucoup pour mieux comprendre comment affronter certaines situations, parce que ça enrichit l'autre. Et quand on regarde bien, elle dit en résumé, si tu changes ton point de vue dans le but d'être aimé ou d'éviter une dispute, cela vient de la soumission. Elle continue, au final, les deux sont perdants. Toi avec ta soumission car tu as l'impression qu'on t'a retiré ton énergie, et l'autre par son impression d'être gagnant alors qu'il est perdant. Cette sensation instantanée lui procure bien sûr un certain pouvoir, mais de la mauvaise façon. Donc il y a une façon de s'exprimer vis-à-vis de l'autre sans s'enorgueillir pour autant. Il expliquait que l'orgueilleux a le sentiment de regain d'énergie parce que, effectivement, à force de... Je ne me rendais pas compte que j'avais beaucoup d'orgueil. Et je pensais qu'il était bon d'en avoir. Mais qu'on peut en avoir beaucoup. Elle disait que le mauvais orgueil. Alors,
Si certains d'entre vous se reconnaissent dans ce type d'orgueil-là, ce serait plus les hommes, hein, que je vais viser. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'hommes qui aiment faire certaines tâches ménagères à la maison, en famille. Et l'histoire, c'est vrai que ça nous fait plaisir de temps en temps d'accueillir ce geste que, bon, on a fait la vaisselle, pour nous, c'est bien, d'accord? On balaie, c'est encore mieux. On fait la lessive, alors c'est génial. Et on se dit qu'on va terminer, on va cuisiner pour se dire que c'est super. Et moi, j'ai eu une occasion de vivre ça avec la famille. Je pensais que c'était super bien. C'était l'occasion d'un anniversaire de mes proches, de ma mère pour ne pas citer. Et finalement, je m'étais dit que, bon, peut-être parmi tout ce que j'ai fait, je vais peut-être avoir un merci pour quelque chose. Et dans tout ce que j'avais réalisé, c'était... toi, franchement, tu as bien cuisiné, c'était super bon. Et j'ai vu qu'en fait, il y a une catégorie d'hommes comme moi, on aime bien être remercié pour « Ah, c'est bien, tu as fait ci, tu as fait ça ». Et c'est pas forcément une bonne chose, figure-toi, de toujours vouloir être remercié ou reconnu pour ce qu'on a fait. Parce qu'il y a d'autres façons de grandir. Mais comme il y a certaines personnes qui ont besoin de cette... Je voyais ça comme étant une reconnaissance. Et en fait, elle explique que c'est une forme d'orgueil. Tu sais que tu as fait quelque chose de bien et la gente féminine qui ont un certain niveau de conscience aussi te diront que peut-être que tu as fait un certain nombre d'actions bonnes, mais c'est tout à fait normal. Pour elle, elle trouve ça tout à fait normal. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, la femme avec un grand F, la mère aussi avec un grand M, elles font ça depuis que nous sommes petits. Elles nous aident dans notre enfance, dans notre adolescence, et j'ai même inventé un nouveau mot, enfin que certains connaissent peut-être, adolescence, parce que la transition de l'adolescent à l'adulte, tu vois un peu ce que je veux te dire. Donc, on voit en fait qu'elles ont fait ça toute leur vie et on ne pense pas forcément à exprimer de la reconnaissance vis-à-vis de la femme qui s'est occupée de nous, qui font faire des choses. On prend ça naturellement. Et effectivement, je me rappelle avoir vécu une expérience pour un petit déjeuner. J'ai pas forcément le réflexe d'aller acheter tout de suite la baguette à sucre qui achète le pain chaud du matin. Et d'autres le font quand ils ont le temps. Et en fait, on peut partager un petit déjeuner ensemble, mais il peut arriver qu'on prenne un temps et qu'on se dise, mais faut remercier l'autre, quoi. L'autre a fait le geste, tu as été acheter des croissants ou des choses. Eh bien, il faut avoir de la reconnaissance. Et on n'y pense pas forcément. Mais c'est important, de temps en temps, de l'exprimer. Et donc, par rapport à ça, ça s'oppose à l'orgueil. Donc, on retrouve donc, bien sûr l'opposé de l'orgueil qui est l'humilité. On nous dit de prendre garde toutefois, car bien des gens se considèrent comme humbles afin de camoufler une peur. Alors qu'en réalité, ils se montrent faibles. Ils ont tellement peur de se tromper qu'ils se soumettent volontiers. Quand la personne, bon, on est une autre personne qui on sent que notre estime a tendance à s'amoindrir, eh bien, pour ne pas être en désaccord avec elle, on va essayer de montrer une forme d'humilité. On va se dire, bon, elle a raison. Alors que tu peux appuyer ton opinion, il faut rester. Mais il y en a certains qui jouent la carte de l'humilité. Elle dit que c'est un moyen pour se camoufler, n'est-ce pas? Se montrent faibles. Ils ont tellement peur de se tromper qu'ils se soumettent volontiers, même s'ils ne sont pas d'accord. Confèrent du pouvoir à ces personnes et celles-ci se transforment instantanément. L'humilité disparaît par miracle. C'est ce qu'on appelle de la fausse humilité, dit-elle. Alors, il existe également une catégorie de gens qui ont plutôt tendance à s'abaisser, ça il faut le reconnaître, ne pouvant à ce titre accepter leurs talents et leurs qualités. Ils sont ainsi embarrassés lorsque quelqu'un leur fait un compliment. Ils agissent humblement, me diras-tu. Mais en fait, il faut savoir accepter aussi lorsqu'on a des formes d'éloge. Il y a certaines qui ne veulent pas le... Mais en fait, c'est subtil, mais je ne me rendais pas compte que le fait de ne pas accepter de la reconnaissance, je dis, mais non, c'est une forme d'orgueil aussi.
Oh là là, ça devient très compliqué. Ah, mais tout non, ça. c'est-à-dire que c'est pas que ça soit compliqué en soi, mais ça veut dire qu'on ne prend pas le temps de s'écouter soi. Parce qu'on est dans l'écoute du corps mental, là. Ouais, mais bon, le truc, c'est que... non, j'entends ce que tu dis. Oui. Mais peut-être les personnes qui font ça, c'est pour ne pas s'imprégner, justement, ne pas être... Comme tu as dit tout à l'heure, on peut faire quelque chose, apprendre à faire des choses sans forcément attendre un merci ou Oui. quelque chose en retour. Ouais. Et peut-être ces personnes doivent Et se dire... notamment, et au niveau des éloges, si on te fait un éloge, qu'est-ce que tu devrais répondre normalement? Bon, tu réponds... bon, Non, plus simplement, le Merci. Merci. Non, le je te remercie. Et c'est tout. ou merci, ou bien... Oui, mais ou pourquoi ok, dire, ou bien- pourquoi dire, mais non. Ce n'est rien. Ce n'est, voilà. Non, mais c'est peut-être ce sont des personnes qui essaient qui font un travail pour ne pas s'en imprégner. Mais c'est pas simple, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, ben, ça dépend. Peut-être la personne se dit, ben, si je prends ça, après, je vais attendre la prochaine fois, la semaine prochaine ou le lendemain, Non, quelque chose. mais il y a une autre façon de valoriser. Je te remercie d'avoir pensé à moi et lui donner une occasion de s'exprimer. Mais comme on a un malaise et qu'on ne veut pas accepter les éloges, à ce moment-là, on lui dit, mais tu me dis merci, mais pour moi, c'était pas grand-chose. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu as trouvé que c'était important pour toi? C'est donner à l'autre l'occasion de s'exprimer. Et là, on comprend mieux l'autre. Au lieu de faire une interprétation. Ah non, mais non, j'ai fait ça vraiment de mon cœur. Mais non, il faut comprendre l'autre. Parce que c'est deux perceptions différentes. Et elle dit même que, néanmoins, tu dois savoir que c'est aussi de la fausse humilité qui, entre autres choses, représente une forme d'orgueil. Et elle dit, quand ce genre de personne dit, mais non, je ne suis pas si bon que ça. Toi, tu es beaucoup plus habile que moi. En réalité, celle-ci quête les compliments. Tu vois? Donc, l'attitude préférable consiste à se comparer à meilleur que soi dans un certain domaine sans être envieux ou jaloux. Tout dépend de la perception. Parce que, je donne un exemple très concret. J'espère que je vais choquer personne en disant ça, parce qu'on est sous les antennes, mais bon, on peut dire les choses. Au niveau francophone, j'étais en train de faire une comparaison avec, au niveau états-unien. On constate que les jeunes deviennent beaucoup plus facilement millionnaires aux USA qu'en France, en Europe. D'accord? Ce sont des faits. Voilà, c'est des faits. Donc, il n'y a rien de choquant. Voilà, non, c'est des faits. Mais, et en fait, on se dirait, et on aurait dit que dans certains cas, hein, comme si être jeune, être millionnaire ici, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal parce que on se dit, mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour en arriver là et tout? Alors qu'aux États-Unis, alors, qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est qu'en fait, la différence qui fait que ici, qu'on est un peu de mieux par rapport ailleurs, enfin aux US, c'est qu'en fait, j'ai observé que quand les gens réussissent ailleurs, tous ceux qui sont autour d'eux les valorisent, sont très contents pour eux. Et même ceux qui réussissent au niveau francophone sont très valorisés. Toutes les fois qu'on aime un artiste, c'est qu'on aime ses chansons. On est un fan, rares sont les fois où on pense... Il y a une artiste très célèbre qui est venue sur le territoire, bon, en dépit des désagréments et tout, mais certains jeunes, tu vois, il paraît qu'il y a une différence entre aimer un artiste ou un sportif et être fan. Le fan, même lorsque son, entre guillemets, idole, tu vois un peu l'expression, je sais pas comment tu appellerais ça, le langage, quand il est vraiment apprécié comme Lionel Messi ou pour ne pas les nommer Cristiano Ronaldo, des choses comme ça, des personnes comme ça du moins, qu'est-ce qui fait qu'ils ont un tel impact? On a observé que les fans, en fait, excusent même lorsqu'ils font des erreurs de temps en temps. D'accord? Donc, j'ai nommé des étrangers. On a aussi Kylian Mbappé, pour nous francophones, qui est très apprécié de beaucoup. Il a ses fans, à tel point que même lorsqu'il commet des erreurs en ligue, ils oublient vite. Donc, on constate que la notion de valorisation est très importante pour permettre à l'autre de réussir et d'atteindre des niveaux. C'est ça. Et à partir du moment où on touchera du doigt cette notion où on se retrouve dans un milieu professionnel, familial et autres, on est dans l'observation, on constate qu'au niveau des corps mentaux, il y a des échanges, mais ça peut être très virulent. Et il suffit de reformuler, mais pourquoi tu ne lui dirais pas? Et j'ai observé que le livre, depuis le début jusqu'à maintenant,
met en avant la notion d'expression de l'amour de l'autre. Et qu'en fait, cette notion de bienveillance, d'amour de l'autre, nous permettra de transcender, comme elle l'a dit, les coups du corps mental, donc l'ego et l'orgueil. Ensuite, il y a le bien et le mal, les faux maîtres et les besoins du corps mental. Et ensuite, on attaque l'écoute du corps émotionnel. Et dans cette écoute du corps émotionnel, on constate que les peurs, les culpabilités, savoir exprimer ses émotions, les besoins du corps émotionnel. Donc, si on prend le temps d'écouter l'autre, d'accord, c'est déjà bien. Mais on ne peut pas écouter l'autre si on ne s'écoute pas soi-même. C'est là, en fait, le vrai point sur lequel il est important que tout lecteur, toute personne qui rencontre un autre humain en face de lui, travaille dans son humanité, la notion d'écoute. Et j'ai vu que ça prend un temps. Donc, en dépit du fait qu'on voit chez l'autre peut-être que les aspects qui ne vont pas, moi, j'ai mes petites expressions habituelles que j'utilise. On a déjà si peu de temps pour aimer quelqu'un sur Terre. Pourquoi perdrait-on notre temps à la haïr, à ne pas l'aimer? Parce qu'on est de passage. Et en fait, il nous arrive qui n'a pas des défauts, qui ne commet pas des erreurs. Ah, il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles n'en ont pas. Ah oui. Hein? Et qui pensent être parfait? Il y a des personnes qui pensent l'être. Voilà. Alors, maintenant, mais je pense plutôt qu'il y a certains qui travaillent à leurs imperfections, travaillent avec leurs erreurs, et la différence des uns et des autres se joue dans l'expérience de vie. Parce qu'elle a exprimé ça d'une certaine façon. Moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément sous les yeux, mais elle dit qu'elle suggère de travailler sur un mot qu'elle utilise beaucoup, qu'elle appelle le kanta. Le kanta. Le kanta. Q-A-N-T-A? Ouais. Non, c'est C-A-N-T-A. C-A-N-T-A. Voilà. Pour quand notre orgueil vienne, par exemple, dans une masse, on sent qu'on a envie de dire quelque chose, mais avant de l'exprimer, on se dit, mais est-ce que je vais dire, comme le filtre de notre homme grec, là, l'auteur grec, est-ce que ce que je vais dire, si c'est bon, si c'est bien, si c'est utile, avant de le dire. Et on se rendra compte si on est plus dans l'état de l'ego, de l'orgueil, ou si on est dans un état de bienveillance. Donc, si on a ce réflexe-là, on verra qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dirait pas à l'autre. Et en plus de ça, j'ai observé que dans notre créolité, ça sort plus facilement. Hein. Quand il s'agit de parler en créole pour définir notre point de vue vis-à-vis de l'autre, c'est beaucoup plus prononcé. Et en créole, ils estiment que ça a beaucoup plus d'impact. D'accord? Parce que j'ai déjà vu bon nombre de célébrités locales s'exprimer sur les antennes TV. Et au niveau du corps mental, c'est-à-dire qu'elles expriment bien des choses, mais il suffit qu'elles rentrent dans une discussion, ils vont dire, bon, les mamblots, voilà, tout de suite, ceux qui connaissent le champ lexical de ce que c'est verront de qui il s'agit, d'accord? Et on a des expressions ici, j'ai appris ça récemment, enfin, par exemple, ça fait un moment, les gendarmes couchés, tu vois? Donc, on a des expressions qui sont bien les nôtres, tandis que lorsqu'on va dans d'autres pays et tout... ou d'autres régions. D'autres régions, c'est différent. Et ça veut dire quoi? En fait, il y a une certaine connotation dans toutes ces expressions citées. Mais est-ce qu'elles sont bienveillantes et sont-elles valorisantes? Tout dépend. Et justement, et quand on a tendance à les apprécier, ça a tendance à nous plaire. Et on en rigole. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de fond à faire sous nos corps mentaux, d'accord? Et notamment, comment écouter les autres. Donc, où est-ce qu'elle a dit ça? J'ai trop aimé, il y a une formule qu'elle a utilisée pour nous faire comprendre qu'en fait, je vais l'exprimer avec mes mots, mais lorsque je vais trouver ça peut-être pour une prochaine fois. Elle exprime que quand on prendra conscience que nous sommes tous des êtres divins et que les uns en face des autres ne sont pas forcément meilleurs les uns que les autres, parce qu'en chacun de nous, il y aura toujours une forme de connaissance à obtenir de l'autre pour grandir. Donc tout le reste, ce ne sont que des statuts, des distinctions, mais que notre valeur humaine peut apporter beaucoup plus aux uns aux autres. D'accord.
Qu'en penses-tu? Tu partages cet avis-là? Oui, c'est bon. Après, peut-être faudrait approfondir, mais oui, l'idée est intéressante. Ah, je l'ai trouvé. Vas-y, donne-nous. Voilà, on a du temps? Oui, Oui, d'accord. Alors, notre dimension mentale doit être utilisée pour élever notre âme, pour la purifier et non pour s'abaisser et abaisser les autres. Donc, rapport à la cruauté et tout ça, tu as compris? Sois assuré que les actes de simplicité et de sincérité ont le pouvoir de te faire vivre un sentiment de bonheur beaucoup plus intense que celui de vouloir avoir toujours raison. Et c'est dingue comment l'ego, on aime avoir raison. C'est dingue, et ça ne change pas forcément notre vie pour autant. Ah, tu vois, je t'avais dit ça. C'est spontané. Et en fait, elle explique que quand on aime avoir raison, quand tu as le fameux quand la sainteté, est-ce que je sais que je veux dire que j'aime avoir raison, je dis le mot quand ça met dans le est-ce que c'est bienveillant ou pas ce que je vais rajouter quant au fait que quand ça, tu vois. Donc, à la suite de cette lecture, si tu t'aperçois que certains cordons n'ont pas encore été coupés avec tes parents et que tu hésites encore à le faire, ce pourrait assurément être un signe d'orgueil. Un exemple. OK? Un exemple. Te pardonner et faire un acte d'amour envers l'autre ne correspond nullement au fait de perdre ou de gagner. Les personnes liées à ce cordon sont aussi parfaites qu'elles savent l'être à chaque instant. Donc, chacun agit au mieux de sa connaissance et de son niveau de conscience. L'amour est tout simplement manifesté de la mauvaise façon à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y a une gêne quelque part, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'écouter l'autre pour amener cette personne-là à revenir et à faire, s'il le faut, les bons choix au niveau de ce corps-là. Donc, pour recommencer sur une base nouvelle, une personne doit ouvrir son cœur, laisser son orgueil de côté. C'est le plus grand bien qu'on puisse s'apporter, ainsi qu'apporter à l'autre. Car en se projetant dans notre cœur, on aide l'autre à s'y projeter. Bien, sur ces belles paroles, non, ça fait une belle chute. C'est excellent. Donc, tout revient à l'amour. Tu as vu que cette notion de bienveillance, donc toujours écoute ton corps. Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre. Il y en aurait bon nombre de choses à dire, mais peut-être au prochain épisode. Je vous remercie de la qualité d'écoute, d'écouter votre corps mental et votre corps physique. Oui, les deux. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation sur notamment de l'ego, de l'orgueil. Tu as parlé aussi d'humilité, de fausse humilité. Ça, c'est aussi intéressant. En tout cas, si comme Stéphane, vous souhaitez présenter un livre, nous avons celui-ci qui s'affiche. Donc, il nous a présenté Écoute ton corps. Donc, vous pouvez tout simplement composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Stéphane, merci beaucoup. Avec plaisir. Au prochain épisode, on verra la suite. Bonne soirée à tous. Ce sera avec plaisir. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt.